Le jour des funérailles de ma sœur, la pluie tombait sans relâche. Des parapluies noirs s'entassaient sous un ciel gris et couvert. Le bruit de la terre heurtant le cercueil se mêlait aux sanglots étouffés de quelques proches. Je me tenais là, le cœur lourd, me demandant comment je pourrais bien continuer à vivre alors que Charlotte, ma seule sœur jumelle, celle qui était à mes côtés depuis notre naissance, était partie pour toujours. La douleur me transperçait la poitrine, me laissant presque engourdi. Mais alors, soudain, mon téléphone s'illumina avec un message d'un numéro inconnu. Sur l'écran flou par la pluie, il n'y avait que quelques mots « Je suis vivante ». Ce n'est pas moi dans le cercueil. Tout mon corps se figea, mes mains tremblant si violemment que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Mon cœur sembla s'arrêter de battre. Qui avait envoyé ce message? Serait-ce vraiment ma sœur Charlotte? Si elle était vraiment vivante, alors qui était allongé dans ce cercueil? Et plus important encore, qui avait orchestré toute cette affaire? Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 33 ans, un ouvrier ordinaire à Roubaix, dans le nord de la France. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie plongerait dans un cauchemar aussi horrible que celui-ci. Pour comprendre pourquoi tout a conduit à ce moment, le moment où je me tenais près de la tombe de ma sœur, recevant un message qui a bouleversé mon monde, je dois commencer par le début. De notre enfance, quand Charlotte et moi n'étions que deux enfants s'accrochant l'un à l'autre au milieu d'une famille brisée. C'est l'histoire de nos origines, d'une enfance remplie de larmes et de secrets que nous étions les seuls à partager. Charlotte et moi sommes nés un matin de novembre glacial en 1992 dans un petit hôpital de Roubaix. Nous étions jumeaux, je suis sorti quelques minutes plus tôt, assez pour être appelé le frère aîné. Notre famille était de la classe moyenne inférieure, pauvre en réalité. Papa était plombier et maman travaillait comme caissière dans un supermarché local. Ils se sont mariés jeunes, pleins d'espoir, mais la vie a rapidement transformé ses rêves en fardeau. Roubaix était en déclin à l'époque, avec la fermeture des usines textiles, et nos parents luttaient avec des factures qui s'accumulaient. Nous vivions dans une petite maison à 2 étages avec des murs écaillés et un toit qui fuyait à chaque pluie. Ce n'était pas une maison chaleureuse. Cela ressemblait plus à un champ de bataille. Dès mon plus jeune âge, j'ai réalisé que nos parents ne voulaient pas vraiment de nous. Ils se disputaient constamment, leurs cris résonnant à travers les murs minces. Pourquoi les avons-nous eus? Ils ne font qu'empirer les choses. J'ai une fois entendu maman crier tard dans la nuit alors que Charlotte et moi nous cachions sous les couvertures, nous tenant fermement. Les pressions financières leur faisaient voir leurs enfants comme des fardeaux, des bouches supplémentaires qu'ils ne pouvaient pas se permettre de nourrir. Papa rentrait souvent ivre après le travail, sentant l'alcool, tandis que maman pleurait et lui reprochait de ne pas gagner plus. Ils étaient égoïstes, ne se concentrant que sur eux-mêmes, et nous, 2 enfants, sommes devenus des victimes invisibles. Charlotte et moi n'avions que l'un l'autre. Nous étions le bouclier l'un de l'autre, nous protégeant de cette froideur. En tant que jumeaux, nous étions étonnamment similaires, tous deux avec des cheveux bruns foncés, des yeux bleus et des sourires de travers lorsque nous essayions de cacher notre tristesse. Mais nos personnalités différaient. J'étais plus fort, la protégeant toujours, tandis que Charlotte était intelligente, rêveuse, trouvant toujours des moyens d'améliorer les choses. Dès l'âge de 6 ans, nous avons appris à nous débrouiller seuls. Le petit déjeuner était souvent des tartines de pâte à tartiner que nous faisions nous-mêmes parce que maman dormait tard après les équipes de nuit. Nous allions à l'école main dans la main, évitant les rues sombres de Roubaix où les plus grands nous intimidaient. Un souvenir que je n'oublierai jamais, c'est la veille de Noël, quand nous avions 8 ans. Nos parents se sont disputés violemment, comme d'habitude, à propos d'argent. Papa a cassé un verre et maman a pleuré et est allée se coucher. Nous nous sommes assis sous un faux sapin de Noël bon marché sans cadeau, à l'exception de quelques bonbons rassis. Charlotte m'a regardé, les yeux brillants de larmes. Antoine, le Père Noël nous a-t-il oubliés cette année? J'ai ravalé mes propres larmes et les serré fort dans mes bras. Pas question. Il est juste occupé, mais je serai ton Père Noël. Demain, je trouverai quelque chose à te donner. Et je l'ai fait. Je me suis faufilé dehors, j'ai ramassé de jolies pierres au bord du canal, et j'ai dessiné maladroitement dessus avec des crayons de couleur. Charlotte a rayonné, me serrant dans ses bras. Tu es le meilleur frère du monde. À ce moment-là, au milieu de la froideur de notre famille, nous avons trouvé de la chaleur l'un dans l'autre. En grandissant, vers 12 ans, nous avons commencé à faire des petits boulots pour subvenir à nos besoins. Roubaix n'était pas un endroit facile pour les enfants, mais nous étions résilients. Je livrais des journaux tôt le matin, courant dans les rues enneigées, le vent froid mordant ma peau.
Charlotte faisait du babysitting pour une voisine, gagnant quelques euros de l'heure. Nous partagions chaque sou. La moitié pour les fournitures scolaires, l'autre moitié pour une glace les jours d'été étouffants. J'économise pour des livres. Tu peux acheter tout ce que tu veux, disait Charlotte. Mais je dépensais toujours la majeure partie pour elle. Nous cachions notre argent sous le lit dans une vieille boîte en fer, craignant que nos parents ne le trouvent et ne le prennent. Les soirées où nos parents se disputaient étaient les pires. Leurs cris montaient du salon, des objets se brisaient. Nous nous cachions dans notre chambre commune, la porte solidement verrouillée. Charlotte pleurait, enfouissant son visage dans son oreiller pendant que je la serrais et lui racontais des histoires pour la distraire. Imagine, Charlotte grandira, quittera cet endroit, et vivra quelque part de magnifique. Je travaillerai dur. Tu étudieras bien et nous aurons notre propre maison. Elle hochait la tête, essuyant ses larmes, et nous ne nous disputerons jamais comme maman et papa, n'est-ce pas? Je lui ai promis cela, bien qu'au fond de moi, je savais que la vie n'était pas si simple. Notre enfance était remplie de moments tendus, pas le genre d'aventure palpitante, mais un courant de stress constant. À l'école, Charlotte était bien meilleure que moi. Elle aimait les livres, dévorant ceux qu'elle empruntait à la bibliothèque. Je préférais le travail manuel, réparant les vélos des voisins pour gagner un peu d'argent, mais nous partagions toujours. Elle m'apprenait les maths, et je lui apprenais à nager dans le canal de Roubaix, même si l'eau était sale et dangereuse. Un après-midi d'été, nous avons failli nous noyer quand un fort courant l'a entraîné sous l'eau. J'ai plongé, les traîné jusqu'au rivage, tous les deux toussant et haletants. « Tu m'as sauvé » a-t-elle murmuré, s'accrochant à moi. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle était tout pour moi. Pas seulement ma sœur, mais une partie de mon âme. Les années d'enfance à Roubaix, bien que difficiles, nous ont forgés en des personnes résilientes. Mais à l'âge de 18 ans, nos chemins ont commencé à diverger. Charlotte, avec son esprit vif et ses grands rêves, était destinée à prendre son envol. Moi, en revanche, j'ai choisi de rester à Roubaix, lié à ses rues poussiéreuses et à sa vie simple. Ce fut le début d'un voyage qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Un voyage menant à de sombres secrets, à ses funérailles sous la pluie et au message qui m'a fait tout remettre en question. Je me souviens encore du jour où Charlotte a reçu sa lettre d'acceptation de bourse d'une université à Paris. C'était un après-midi d'automne avec des feuilles dorées éparpillées dans la cour. Nous étions assis sur les marches du perron, nos souffles se mêlant dans l'air froid. Charlotte a ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes, puis a crié de joie. « Antoine, je suis accepté !» Ses yeux étincelaient comme si le monde entier s'ouvrait devant elle. J'ai souri, la serrant fort dans mes bras, mais une douleur a remué dans ma poitrine. J'étais fier, mais aussi effrayé. Effrayé que la distance entre Paris et Roubaix nous sépare, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Charlotte était toujours la plus intelligente. À l'école, elle était louée par les professeurs et aimée par ses amis. Elle avait le don de rendre tout plus léger, même les jours les plus sombres. J'étais l'opposé, en difficulté à l'école, pas fait pour les livres. J'aimais l'odeur de l'huile moteur, le bruit des moteurs de voiture et la satisfaction de réparer quelque chose de cassé. Pendant que Charlotte se penchait sur ses devoirs, j'étais dans la cour à réparer des vélos pour les enfants du quartier pour gagner quelques euros. Mais malgré nos différences, nous nous complétions toujours. Elle m'expliquait patiemment les problèmes de mathématiques et je lui apprenais à nager, à rester calme lorsque le courant du canal de Roubaix tirait fort. Ces petits moments nous liaient plus que toute autre chose. Lorsque Charlotte se préparait à partir pour Paris, j'ai décidé de ne pas poursuivre mes études. Je travaillerai comme ouvrier, je resterai ici et je veillerai sur toi de loin, lui ai-je dit un soir alors que nous étions assis sous un ciel étoilé. Charlotte a pris ma main. Tu n'as pas à t'occuper de moi pour toujours, Antoine. J'étudierai dur, je gagnerai beaucoup d'argent et nous vivrons ensemble dans un endroit meilleur. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je savais que ses rêves étaient plus grands que tout ce que Roubaix pouvait contenir. Le jour où elle a embarqué dans le bus pour Paris, je me suis tenu à la gare, la regardant me faire signe à travers la fenêtre. « Promets que tu viendras me voir, Antoine. » a-t-elle crié. J'ai souri. « Promis, mais toi non plus, ne m'oublie pas. » Les larmes coulaient sur son visage et je me suis détourné pour qu'elle ne me voie pas pleurer aussi. Je suis resté à Roubaix, travaillant dans une usine de pièces automobiles. Le travail était éreintant avec de longues équipes de nuit, mais stables. J'ai loué un petit appartement, vivant frugalement, et envoyant occasionnellement de l'argent à Charlotte pour ses livres.
ma vie était simple. Travailler le matin, regarder le football le soir, réparer des voitures pour les voisins le week-end. Je ne rêvais pas aussi grand que Charlotte, mais j'étais content. Tant qu'elle allait bien, c'était suffisant pour moi. À Paris, Charlotte s'épanouissait comme un poisson dans l'eau. Elle écrivait souvent des lettres décrivant ses cours, ses nouveaux amis et la vie l'animait. Antoine, Paris est si belle. Je me suis promené le long de la Seine une fois et j'aurais aimé que tu sois là. Elle appelait chaque semaine, sa voix pleine d'excitation. L'entendre me réchauffait le cœur, bien que parfois je me sente laissé pour compte. Elle vivait dans un monde différent, un monde de grands immeubles et de grandes opportunités, tandis que je restais à Roubaix, entouré de poussière et du bourdonnement des machines. Puis un jour, Charlotte m'a parlé d'un garçon qu'elle avait rencontré à l'école. Jean, un étudiant en médecine d'une famille aisée de Neuilly-sur-Seine. Il est vraiment gentil, Antoine. Pas arrogant comme les autres riches. J'ai ri au téléphone. Fais attention. Ne le laisse pas te distraire de tes études. Mais au fond de moi, j'étais inquiet. Charlotte était jeune, et je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Mais Jean s'est avéré être exactement comme elle l'avait décrit, gentil, attentionné et sincèrement amoureux d'elle. Quand elle l'a emmené à Roubaix pour la première fois, j'ai immédiatement vu la différence. Jean portait une chemise habillée coûteuse et parlait poliment, mais il ne me regardait pas de haut, moi, un ouvrier couvert de graisse. Charlotte parle beaucoup de vous, a-t-il dit en me serrant fermement la main. J'ai hoché la tête, le jaugeant attentivement, mais je ne pouvais pas m'empêcher de l'apprécier. Charlotte et Jean sont rapidement devenus un couple. Après quelques années de fréquentation, ils se sont mariés. J'ai pris l'avion pour Paris pour le mariage, ma première fois hors de Roubaix. La cérémonie a eu lieu dans un hôtel particulier au bord de la mer en Bretagne, propriété de la famille de Jean. Je me tenais là dans un costume emprunté, me sentant déplacé parmi les invités élégants. Mais quand Charlotte est apparue dans sa robe de mariée blanche immaculée, j'ai oublié tout le reste. Elle ressemblait à un ange, son sourire radieux. « Antoine, je suis si heureuse », a-t-elle murmuré, me serrant dans ses bras avant la cérémonie. Je lui ai serré la main. « Tant que tu es heureuse, je suis heureux. » Mais au fond de moi, je craignais qu'elle n'entre dans un monde trop différent. Un monde où je ne pourrais plus la protéger. Et la vie conjugale de Charlotte semblait être un rêve. Jean est devenu médecin et il vivait dans une magnifique villa à Saint-Malo avec un jardin donnant sur la mer. Charlotte m'envoyait des photos, elle debout sur un yacht, rayonnante à côté de Jean. « Tu dois venir nous voir. L'océan ici est magnifique. » Je riais et promettais de venir, mais le travail à l'usine me tenait enchaîné. J'étais fier d'elle, mais le fossé entre nous se creusait. Elle faisait maintenant partie de la haute société tandis que je restais un ouvrier à Roubaix. Puis la tragédie a frappé. 3 ans après leur mariage, Jean a été diagnostiqué avec une maladie génétique rare. Charlotte m'a appelé, la voix tremblante. « Antoine, Jean est vraiment malade. Les médecins disent qu'il ne s'en sortira pas. » J'ai immédiatement pris congé du travail et me suis envolé pour Saint-Malo. À l'hôpital, j'ai trouvé Charlotte assise au chevet de Jean, lui tenant la main, les yeux rouges d'avoir pleuré. Jean était fragile, mais a souri en me voyant. « Merci d'être venu, Antoine. Prends soin de Charlotte pour moi. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. 1 mois plus tard, Jean est décédé. Charlotte était dévastée. Je suis resté à Saint-Malo quelques semaines, essayant de la consoler. « Antoine, je ne sais pas comment continuer », a-t-elle sangloté, la tête sur mon épaule. Je l'ai serrée dans mes bras. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Charlotte. Je serai toujours là. » Mais je savais qu'elle luttait avec une douleur que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Jean n'étais pas seulement son mari. Il lui avait ouvert un nouveau monde. Un monde de sécurité et d'amour que nous n'avions jamais eu à Roubaix. Après les funérailles de Jean, son avocat a appelé Charlotte. Je l'ai accompagnée, toujours dans mon vieux costume. Au bureau de l'avocat, nous avons appris que Jean avait laissé tout son patrimoine à Charlotte. Près de 30 millions d'euros, incluant des comptes bancaires, la villa de Saint-Malo, un yacht de luxe et des parts dans l'entreprise familiale. Charlotte était stupéfaite, me serrant la main sous la table. « Antoine, je ne veux pas de cette fortune sans Jean, » a-t-elle murmuré. Je lui ai serré la main. « Je sais, mais c'est ce que Jean a laissé pour que tu puisses vivre bien. Tu dois être forte. » Nous avons quitté le bureau de l'avocat en silence, sortant dans les rues ensoleillées de Saint-Malo.
L'océan scintillait au loin, mais Charlotte ne le regardait pas. Ses yeux étaient rouges, ses épaules tremblaient légèrement. Je savais qu'elle pensait à Jean, le mari qui lui avait donné une vie dont nous n'avions jamais osé rêver à Roubaix. Mais je voyais aussi le fardeau qui pesait sur elle. Cette immense fortune n'était pas seulement une richesse. C'était une malédiction déguisée. Elle a transformé Charlotte en une bombe à retardement financière. Non seulement aux yeux des étrangers, mais aussi au sein de notre propre famille. Des retour à Roubaix, j'ai repris mon travail à l'usine, mais mon esprit était toujours avec Charlotte. Elle est restée à Saint-Malo, vivant seule dans la vaste villa autrefois remplie de ses rires et de ceux de Jean. Je l'appelais tous les jours, essayant de la sortir de son chagrin. « Ça va, Charlotte ? Tu as besoin que je vienne ?» Elle parvenait à un faible sourire au téléphone. « Je vais bien. C'est juste que je me sens vide. » Je voulais voler vers elle immédiatement, mais les équipes de nuit et les factures qui s'accumulaient me retenaient. Tout ce que je pouvais faire était de la prévenir, « Fais attention avec cet argent. Ne laisse personne profiter de toi. » Charlotte a hoché la tête, mais j'ai senti la naïveté dans sa voix, la loyauté qu'elle ressentait encore envers nos parents malgré leur indignité. La nouvelle de la richesse de Charlotte a rapidement atteint Roubaix. Je n'ai pas été surpris quand nos parents, qui nous considéraient autrefois comme des fardeaux, ont soudainement changé de ton. Un soir, maman a appelé, sa voix étrangement douce. « Antoine, comment va Charlotte ? Nous sommes si inquiets pour elle. » J'ai serré le téléphone, luttant pour rester calme. « Charlotte va bien, maman. Elle a besoin de temps. » Mais maman ne s'est pas arrêtée. Elle est si riche maintenant. Elle doit vouloir aider la famille, n'est-ce pas ? Tu sais que nous avons des difficultés. J'ai serré la mâchoire, voulant crier qu'il ne s'était jamais soucié de nous, mais j'ai seulement dit, Charlotte décidera par elle-même. Quelques jours plus tard, papa a appelé Charlotte. Elle m'en a parlé, la voix pleine de confusion. Papa a dit qu'il voulait réparer la maison et il m'a demandé si je pouvais aider avec de l'argent. Antoine, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai soupiré. Aide-les un peu si tu veux, mais ne les laisse pas trop te pousser. C'est ton argent. Mais Charlotte, avec son cœur tendre, leur a envoyé une somme importante, plus que suffisante pour rénover la maison et payer leurs dettes. J'étais fier de sa gentillesse, mais inquiet. Nos parents n'étaient pas du genre à s'arrêter. Leur cupidité, je le savais, était un gouffre sans fond. Ils ont commencé à appeler plus souvent. Maman se plaignait des factures médicales. Papa insinuait vouloir acheter une nouvelle voiture. Charlotte, tu as un yacht, une villa. Pourquoi ne pas partager avec tes parents, a dit maman lors d'un appel que Charlotte m'a raconté. J'étais furieux. Ils te prennent pour une banque ou quelque chose comme ça. Charlotte, tu dois être ferme. Elle a hoché la tête au téléphone, mais j'ai entendu l'épuisement dans sa voix. Je veux juste qu'ils soient heureux. Après tout, ce sont nos parents. Je voulais crier qu'ils ne le méritaient pas, mais je savais que Charlotte avait besoin de temps pour voir la vérité. J'ai commencé à remarquer un changement dans la façon dont nos parents me traitaient, moi aussi. Ils m'ont invité à dîner, une rareté au fil des ans. Le dîner a eu lieu dans la vieille maison de Roubaix où nous avons grandi. Papa a ouvert une bouteille de vin. Maman a souri vivement, mais j'ai vu leurs yeux. Non pas une chaleur familière, mais un calcul. Antoine, parle à Charlotte pour nous, a dit papa, son ton mielleux. Elle est si riche qu'elle ne laisserait pas ses parents souffrir, n'est-ce pas? J'ai serré ma fourchette, me forçant à rester calme. Charlotte a assez aidé. N'en demandez pas plus. Maman m'a regardé, un éclair d'irritation dans ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille s'entraide. Je me suis levé et je suis parti sans un mot. Au fond de moi, je savais qu'il ne s'arrêterait pas. Charlotte a commencé à ressentir la pression. Une nuit, elle m'a appelé, la voix tremblante. Antoine, maman et papa veulent que je leur transfère une partie de la propriété. Ils disent que c'est une façon de montrer la piété filiale. J'ai failli crier dans le téléphone. La piété filiale? Qu'ont-ils jamais fait pour nous, à part se disputer et nous négliger? Charlotte n'accepte pas. Elle a pleuré. Je sais, mais je ne veux pas qu'ils me détestent. J'ai soupiré, adoucissant mon ton. Ils ne te détestent pas. Ils veulent juste ton argent. Tu dois te protéger. J'ai essayé de la convaincre, mon cœur brûlant de frustration.
La pression de nos parents est devenue plus forte. Un matin, Charlotte m'a appelé, paniquée. Antoine, maman et papa me poussent à leur donner 1 million d'euros. Ils disent que si je ne le fais pas, je suis une fille ingrate. J'étais furieux rien qu'en l'entendant. Je n'en pouvais plus. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai conduit directement chez nos parents. À l'intérieur, papa était vautré sur le canapé à regarder la télévision tandis que maman nettoyait la cuisine. Je n'ai pas mâché mes mots. Arrêtez. Arrêtez de faire pression sur Charlotte. Elle en a assez fait. Papa m'a regardé, un sourire narquois. De quoi tu parles, Antoine? Charlotte est si riche. Qu'y a-t-il de mal à nous aider? C'est ce que font les enfants. Maman a renchéri, la voix glaciale. Elle a des dizaines de millions. Partager quelques millions avec nous est parfaitement raisonnable, n'est-ce pas? J'étais sidéré par leur impudence. Vous ne vous êtes jamais soucié de nous, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Ne faites pas semblant d'être de bons parents maintenant. Papa s'est levé, me montrant du doigt. Comment oses-tu parler comme ça? Si ce n'était pas pour moi et ta mère, tu n'existerais même pas. Je me suis retourné et je suis sorti, le cœur lourd. Ils ne ressentaient aucune honte, aucune culpabilité à exploiter leurs propres enfants. Et la pression invisible à laquelle Charlotte était confrontée ne venait pas seulement de nos parents. La nouvelle de sa richesse s'était répandue et des étrangers commençaient à l'approcher. Quelqu'un se présentant comme un vieil ami de Jean l'a appelé, lui suggérant d'investir dans l'immobilier. Un autre lui a envoyé une lettre demandant des dons caritatifs. Charlotte était épuisée de dire non, mais elle ne voulait blesser les sentiments de personne. Antoine, j'ai l'impression que le monde entier regarde mon compte en banque, a-t-elle dit un jour, la voix amère. Tout ce que je pouvais faire était de la réconforter. Tu n'es pas seul. Je serai toujours là à tes côtés. Au cours de ces mois, je sentais le malaise de Charlotte à chaque appel téléphonique. Chaque fois que j'entendais sa voix, je décelais une peur rampante. Pas de perdre son argent, mais de se perdre elle-même dans le tourbillon de la cupidité de son entourage. Et le plus terrifiant, nos parents, qui auraient dû être son roc, étaient la source de la plus grande pression. Un soir, alors que je mangeais des nouilles instantanées dans mon petit appartement, maman a appelé. Sa voix était si douce qu'elle m'a glacé le sang. Antoine, je pensais que nous devrions organiser un voyage en famille. Charlotte a ce yacht que Jean lui a laissé, n'est-ce pas? Nous pourrions tous partir en vacances, l'aider à se détendre et resserrer les liens familiaux. Je suis resté silencieux. L'idée semblait raisonnable, mais quelque chose clochait. Nos parents ne s'étaient jamais souciés de resserrer les liens familiaux. Ils n'apparaissaient que lorsque Charlotte était assise sur une montagne d'argent. J'ai immédiatement appelé Charlotte et je lui ai raconté la conversation. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, « Antoine, je pensais qu'un voyage pourrait m'aider à me détendre. Ces derniers mois ont été épuisants. » J'ai hésité. « Tu es sûr? Je ne fais pas confiance à maman et papa. » Charlotte a ri faiblement. « Ce sont nos parents après tout. Peut-être qu'ils veulent se faire pardonner. » Je voulais argumenter, mais sa voix était pleine d'espoir. Je ne pouvais pas supporter d'éteindre cette lueur d'espoir en elle, alors j'ai hoché la tête. « D'accord, je viendrai avec toi. Mais si quelque chose ne va pas, tu m'écoutes. » Le voyage a été rapidement planifié. Nos parents ont suggéré quelques jours de navigation sur le luxueux yacht de Jean, partant de Saint-Malo le long de la côte bretonne. Charlotte était excitée et a commencé à se préparer. Elle m'a envoyé des photos du yacht, un magnifique chef-d'œuvre avec des ponts en bois poli, des chambres somptueuses et une salle de contrôle ultramoderne. « Antoine, tu vas adorer », m'a-t-elle envoyé par SMS avec un emoji souriant. J'ai souri, mais mon malaise a persisté. Nos parents étaient trop enthousiastes, trop désireux. Ils appelaient constamment, demandant des détails, suggérant même d'engager un petit équipage pour assurer la sécurité. « Nous nous occupons de tout », a dit papa, la voix pleine de confiance. J'ai accepté, mais mon mauvais pressentiment s'est renforcé. Puis, la nuit précédant le voyage, maman m'a appelé, la voix affolée. « Antoine, ton père est vraiment malade. Nous ne pourrons probablement pas y aller. » J'étais abasourdi. Malade de quoi? Si soudainement? Charlotte est-elle au courant? Maman a soupiré. Nous lui avons dit. Mais nous avons insisté pour qu'elle parte quand même en voyage. Ne l'annule pas. Elle a besoin de se reposer après tout ça.
Nous avons mis tant d'efforts dans la planification. Ne la laissez pas tomber à l'eau. J'ai mordu ma lèvre, sentant un cordon invisible se serrer autour de ma poitrine. Tu es sûr? Ce serait plus amusant avec toute la famille. Mais maman a balayé l'idée. C'est bon, Antoine. Vas-y avec Charlotte. Prends soin d'elle. Ton père est malade, alors nous nous joindrons à vous la prochaine fois. J'ai raccroché, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas le cerner. J'ai immédiatement appelé Charlotte. Elle a confirmé que nos parents avaient appelé, sa voix teintée de tristesse. Maman a dit que papa a une pneumonie et ne peut pas venir. Mais elle a insisté pour que je fasse quand même le voyage. J'ai dit, j'ai besoin de me vider l'esprit après la mort de Jean. J'ai froncé les sourcils. C'est étrange. Pourquoi papa tomberait-il malade maintenant? Charlotte a fait une pause, puis a dit, peut-être que tu t'inquiètes trop. Ça ira. L'équipage a déjà été engagé par maman et papa. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? J'ai soupiré, ne voulant pas la décevoir. D'accord, je viendrai avec toi. Le jour du départ, je me suis rendu à Saint-Malo. Charlotte m'a rencontré à la marina, son sourire aussi éclatant qu'avant, bien que ses yeux portaient encore une trace de tristesse. Le yacht était encore plus magnifique que je ne l'avais imaginé, un palais flottant sur l'eau. L'équipage se composait de 3 personnes, un capitaine expérimenté, un technicien et un jeune assistant. Ils étaient polis et semblaient professionnels. Tout est prêt, monsieur, a dit le capitaine, sa voix calme. Charlotte m'a pris la main, me tirant sur le pont. Antoine, ça va être amusant. Juste toi et moi comme quand nous étions enfants. Nous avons mis les voiles par un matin clair, la mer scintillant sous le soleil. Charlotte se tenait debout à la proue, ses cheveux flottant au vent, me souriant. Tu te souviens quand nous nagions dans le canal de Roubaix? C'est un peu plus chic, non? J'ai ri, mais mon cœur n'était pas tranquille. J'ai vérifié les systèmes de communication et j'ai demandé au capitaine les prévisions météorologiques. Tout va bien, Antoine, a-t-il dit. C'est juste un court voyage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que derrière ce calme, une tempête se préparait, non seulement de la mer, mais de notre propre famille. Le premier jour sur le yacht s'est passé paisiblement. Charlotte et moi étions assis sur le pont, sirotant du jus de fruits, nous remémorant de vieilles histoires. Elle a ri davantage comme si le poids sur ses épaules s'était allégé. Mais le deuxième jour, le ciel a commencé à s'assombrir. Des nuages gris sont arrivés et le vent s'est levé. Le capitaine nous a rassurés. C'est juste une petite tempête. Nous allons la contourner. J'ai hoché la tête, mais j'ai dit à Charlotte de rester dans la cabine principale où c'était plus sûr. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, arpentant le pont, vérifiant tout. Le système de communication a commencé à mal fonctionner. Les signaux radio étaient faibles et le téléphone satellite ne se connectait pas, probablement le temps, a dit le technicien, mais son regard anxieux m'a troublé. À l'aube du 3e jour, la tempête a frappé comme un monstre. Des vagues de plusieurs mètres de haut se sont écrasées contre le yacht, inondant le pont. Charlotte s'est accrochée à ma main, le visage pâle. Antoine, j'ai peur. Je l'ai tiré dans la cabine, criant au capitaine, faites demi-tour. Cette tempête n'est pas normale. Mais il a secoué la tête. Nous sommes trop loin. Faire demi-tour serait plus dangereux. Le vent hurlait et les vagues rugissaient, couvrant nos voies. Tout a sombré dans le chaos. Puis, comme un cauchemar, le yacht a tremblé violemment. Une forte explosion est venue de la salle des machines. Le moteur est HS, a crié le technicien. Les vagues ont frappé le bateau, le faisant tanguer. J'ai traîné Charlotte vers le canot de sauvetage, lui attachant un gilet de sauvetage. Écoute-moi. Si le bateau chavire, tiens-toi à moi, d'accord? Elle a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Le capitaine et l'équipage se sont précipités à la recherche de gilets de sauvetage. Mais avant que je ne puisse faire autre chose, une vague énorme a frappé. Le yacht a chaviré comme une feuille dans l'océan immense. L'eau glacée m'a englouti. J'ai fait surface, criant le nom de Charlotte au-dessus des vagues rugissantes. Charlotte, Charlotte. J'ai nagé, cherchant dans l'obscurité, mais je n'ai vu que des débris du yacht flottant autour. Ma force et mes compétences en natation de nos jours dans le canal de Roubaix m'ont maintenu à flot.
Mais je n'ai pas pu trouver Charlotte ni personne d'autre. Les vagues continuaient d'arriver et je me suis accroché à un morceau de bois, l'appelant par son nom jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Il n'y a eu aucune réponse, juste le bruit du vent et de la mer. Je ne sais pas combien de temps j'ai dérivé. Peut-être des heures, peut-être un jour. La tempête s'est calmée, mais j'étais épuisé, gelé jusqu'aux os. Finalement, une lumière lointaine a vacillé. Les gardes-côtes sont arrivés, me tirant sur leur bateau de sauvetage. « Où sont les autres » ai-je crié, ma voix brisée. Ils ont secoué la tête. Nous continuons de chercher, mais nous n'avons trouvé personne. Je me suis effondré, des larmes se mêlant à l'eau de mer sur mon visage. « Charlotte, où es-tu » Les gardes-côtes ont lancé une vaste recherche, mais n'ont trouvé aucune trace de Charlotte, du capitaine ou d'aucun membre de l'équipage. Ils m'ont ramené à terre, où j'étais allongé dans un hôpital, mon corps vidé et mon esprit en ébullition. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Charlotte emportée par les vagues. J'entendais son nom m'appeler. Je me suis blâmé. Pourquoi n'ai-je pas empêché ce voyage? Pourquoi n'ai-je pas soupçonné quelque chose plus tôt? J'étais allongé sur le lit d'hôpital, mon corps endolori, mon esprit embrouillé comme si j'étais encore submergé dans cette nuit orageuse. La chambre d'hôpital était froide, remplie seulement du bip régulier du moniteur cardiaque et de la lumière pâle de la fenêtre. Je serrais la mince couverture, essayant de bloquer l'image de Charlotte emportée. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais sa voix appeler « Antoine » au milieu du vent hurlant et des vagues déferlantes. Me blâmant, je marmonnais « Pourquoi ne l'ai-je pas arrêté? Pourquoi n'ai-je pas vu venir ?» Mais il n'y avait pas de réponse, seulement une douleur déchirante. Après 2 jours à l'hôpital, mes émotions en lambeaux et mon cœur brisé, nos parents sont venus me rendre visite. Papa portait sa vieille veste usée et maman avait une écharpe grise. Ils avaient l'air d'être venus en hâte, mais quelque chose dans leurs yeux me glaça le sang. Non pas une préoccupation parentale, mais une étrange tension, comme s'ils jouaient une pièce de théâtre. Maman s'est approchée, posant une main sur mon épaule, sa voix tremblante, mais insincère. « Antoine, ça va ?» Nous étions dévastés en apprenant la nouvelle. Papa se tenait derrière elle, hochant la tête, mais son regard évitait le mien comme s'il cherchait quelque chose. « Merci d'être venu » ai-je dit, ma voix rauque, essayant de rester poli malgré le tumulte intérieur. Maman s'est assise près du lit, prenant ma main. « Raconte-nous ce qui s'est passé sur le yacht » a-t-elle dit, son ton trop empressé. J'ai froncé les sourcils, racontant brièvement la tempête, le chavirage du yacht, ma recherche infructueuse de Charlotte. Maman a hoché la tête, mais ses yeux se sont étrangement illuminés quand j'ai mentionné Charlotte. « Alors, tu es sûr de ne pas l'avoir vue » a-t-elle demandé, sa voix basse comme si elle sondait. Je me suis figé, sentant comme si quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée. « J'en suis sûr » ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. J'ai cherché partout, mais les vagues étaient trop fortes. Papa a coupé court, sa voix basse, mais lourde de sous-entendus. Les gardes-côtes ont dit qu'ils n'avaient trouvé personne d'autre. Peut-être que Charlotte est. Il a laissé sa phrase en suspens, mais son ton m'a fait frissonner. Ils ne pleuraient pas, ne faisaient pas leur deuil. Ils confirmaient quelque chose, comme s'ils avaient besoin que je vérifie que Charlotte était partie. Maman a serré ma main plus fort. « Pauvre fille » a-t-elle dit, les yeux pleins de larmes, mais je la connaissais trop bien. Ces larmes n'étaient pas réelles, tout comme les fois où elle pleurait pendant les disputes avec papa juste pour attirer l'attention. Nous voulions juste qu'elle se repose, alors nous avons suggéré le voyage. Elle a continué, sa voix pleine de justification. Qui aurait pu savoir que cela arriverait? Je l'ai regardé, puis papa, cherchant un brin de sincérité, mais je n'ai trouvé que du calcul. Pourquoi insistait-il autant pour que Charlotte parte, pour se retirer à la dernière minute? Mon mauvais pressentiment a ressurgi, mais je suis resté silencieux, faisant semblant d'être épuisé pour qu'il ne me presse pas davantage. Papa s'est avancé, me tapotant l'épaule. « Repose-toi, Antoine. Ce n'est pas ta faute. » Ils sont restés quelques minutes de plus, posant d'autres questions sur le yacht, qui était là, comment fonctionnaient les systèmes de communication, ce que les gardes-côtes avaient dit. Chaque question était comme une perceuse qui forait ma douleur, comme s'ils voulaient s'assurer qu'aucune trace de Charlotte ne subsistait. Quand ils sont partis, maman s'est retournée, me lançant un regard insondable. « Si tu entends quoi que ce soit sur Charlotte, fais-le nous savoir tout de suite, d'accord ?» J'ai hoché la tête,
mais dans mon cœur, je savais que je ne leur dirais rien. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait réellement. Les jours qui ont suivi ont été comme vivre dans l'ombre. L'hôpital m'a renvoyé à Roubaix, mais je ne pouvais pas retourner à l'usine. Chaque matin, je me réveillais en regardant le vide où le sourire de Charlotte avait l'habitude d'être, l'entendant appeler « Antoine ». Dans mes rêves brisés, je me suis blâmé sans fin. Pourquoi n'ai-je pas arrêté ce voyage? Pourquoi n'ai-je pas soupçonné nos parents plus tôt? Le mauvais pressentiment de leur visite s'accrochait à moi comme un monstre tapi dans l'obscurité, mais je n'avais aucune preuve, seulement de la douleur et de l'impuissance. 3 semaines après l'accident, mon téléphone a vibré. Un officier des gardes-côtes a appelé, sa voix lourde de chagrin. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé un corps sur la côte près de l'endroit où le yacht a chaviré. Il est très décomposé, non immédiatement identifiable, mais nous soupçonnons qu'il s'agit de Charlotte car l'heure du décès correspond à l'accident. » Mon cœur a semblé s'arrêter. Je voulais crier que ce ne pouvait pas être Charlotte, qu'elle était vivante quelque part, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. « Merci », ai-je murmuré, puis j'ai raccroché. Je me suis effondré sur le sol, les mains agrippées à ma tête, les larmes coulant. Charlotte, ma sœur, la seule qui me comprenait vraiment, pourrait être partie pour toujours. J'ai appelé nos parents, ma voix brisée. Les gardes-côtes ont trouvé un corps. Ils pensent que c'est Charlotte. Maman a pleuré au téléphone, mais ses sanglots semblaient creux, comme une pièce mal jouée. « Oh, pauvre fille », a-t-elle dit, mais je n'ai ressenti aucune trace de véritable chagrin. Papa a coupé court. « Ça va, Antoine ? Les gardes-côtes ont-ils dit autre chose ? » J'ai serré la mâchoire. « Pas encore. Ils sont encore en train de vérifier. » Mais le ton froid et inquisiteur de papa m'a fait frissonner. Les jours passèrent et l'autopsie ne put confirmer de manière définitive si le corps était celui de Charlotte en raison de la décomposition sévère. Tout ce qu'ils purent conclure était qu'il s'agissait d'une femme et que l'heure du décès correspondait à l'accident de yacht. Le corps fut envoyé à la morgue de Saint-Malo pour identification familiale. Le jour où j'entrai dans cette pièce froide, mon cœur battait la chamade, mes mains moites de sueur. Quand le drap blanc fut retiré, un frisson me parcourut l'échine. Le visage était déformé, à peine reconnaissable. Je fixais, mais un doute tenace me rongeait. Quelque chose n'allait pas. Cela ne ressemblait pas à ma sœur. Pourtant, je ne pouvais être sûr. J'ai demandé un test ADN pour confirmer qu'il s'agissait de Charlotte, mais ils dirent que cela pourrait prendre 1 à 2 mois. Pendant ce temps, nos parents étaient impatients de précipiter les arrangements funéraires. Tout fut rapidement mis en mouvement. J'ai choisi un cercueil blanc pour Charlotte, comme la couleur de la robe de mariée qu'elle portait autrefois. Au funérarium, je me tenais devant des photos d'elle sur l'autel. Charlotte rayonnante à côté de Jean. Charlotte me serrant dans ses bras près du canal de Roubaix avec des yeux étincelants d'espoir. Chaque photo était comme un couteau, me rappelant que j'avais échoué à la protéger. Je voulais crier, tout brisé, mais je suis resté là, engourdi, laissant la douleur me consumer. Les funérailles eurent lieu un jour de pluie torrentielle. Le ciel était gris, des parapluies noirs s'entassaient autour du cimetière. Le bruit de la terre heurtant le cercueil se mêlait aux sanglots étouffés de quelques proches. Je me tenais près du cercueil, les mains serrées, les yeux brouillés de pluie et de larmes. Quelques amis de Charlotte de Paris sont venus me serrer dans leurs bras et me présenter leurs condoléances que j'entendais à peine. Charlotte était merveilleuse, a dit une fille, les yeux rouges. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était bloqué sur le moment où elle avait été emportée par les vagues. Je l'avais cherchée, j'avais appelé son nom jusqu'à ce que ma voix s'éteigne, mais l'océan n'avait pas répondu. Nos parents sont arrivés en retard, vêtus de noir, leur attitude formelle mais froide. Maman s'est approchée, me faisant une brève accolade, puis a murmuré, « Elle est en paix maintenant, Antoine. » Je l'ai regardé, cherchant un chagrin sincère, mais je n'ai vu que des yeux secs et un regard fuyant. Papa se tenait à ses côtés, me tapotant l'épaule, mais le geste manquait de chaleur. Ils sont restés près du cercueil un instant, puis ont commencé à parler à un inconnu. J'ai deviné un avocat ou un banquier. J'ai entendu des bribes de mots comme « succession »,« héritage »,« procédure ». Mon cœur s'est serré. Charlotte venait d'être enterrée, et ils discutaient déjà d'argent comme si elle n'était qu'un numéro de compte bancaire. Je me suis avancé, ma voix tremblante de colère. « Qu'est-ce que vous faites ? Ce sont les funérailles de Charlotte. » Maman s'est retournée, ses yeux lançant des éclairs d'irritation. « Antoine, ne fais pas de scène.
nous planifions juste l'avenir. Papa a renchéri, son ton calme. Elle a laissé beaucoup de choses, Antoine. Il faut s'en occuper. J'ai serré les poings, voulant crier qu'ils étaient sans cœur, que Charlotte méritait plus de respect. Mais je me suis retenu, ne voulant pas transformer ses funérailles en bagarre. Je me suis détourné, restant sous la pluie, laissant l'eau froide masquer mes larmes. Je ne supportais pas leur hypocrisie. Les parents qui ne nous avaient jamais aimés exploitaient maintenant la mort de ma sœur. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, les gens ont commencé à partir. Je suis resté seul près de la tombe, fixant la pierre tombale gravée du nom de Charlotte. La pluie trempait mon manteau, mais je m'en fichais. J'ai murmuré, « Charlotte, je suis désolé. Je n'ai pas pu te protéger. » À ce moment-là, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, l'écran brouillé par la pluie affichant un message d'un numéro inconnu, « Je suis vivante. » Ce n'est pas moi dans le cercueil. Mon corps s'est figé, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Mon cœur a semblé s'arrêter. Qui a envoyé ce message? Était-ce Charlotte? Si elle était vivante, qui était dans le cercueil? De quoi parlait ce fichu message? J'ai regardé autour de moi. La pluie continuait de tomber, le cimetière vide. Nos parents étaient partis à un moment donné, ne laissant que quelques proches se tenant au loin sous des parapluies. J'ai rangé le téléphone dans ma poche, mon cœur battant la chamade. Je ne pouvais laisser personne me voir paniquer. J'ai quitté tranquillement le cimetière, la pluie coulant sur mon visage. Mais dans mon esprit, 1000 questions tourbillonnaient. Si Charlotte était vivante, pourquoi ne m'avait-elle pas contacté plus tôt? Où se cachait-elle? Et surtout, qui était derrière tout ça? Le malaise concernant le voyage en yacht, le retrait soudain de nos parents, ressemblait maintenant à une vérité terrifiante. Je savais que je devais agir, mais d'abord je devais trouver Charlotte, si ce message était réel. J'y suis parti de Saint-Malo, non pas pour Roubaix, mais pour un petit restaurant routier. J'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Assis dans un coin, je fixais le message, analysant chaque mot. Je suis vivante. La voix de Charlotte résonnait dans ma tête comme quand elle m'appelait enfant. Je voulais croire qu'elle était vivante, mais la peur que ce soit un canular cruel me retenait. J'ai envoyé un message en retour, « Charlotte, c'est vraiment toi? Où puis-je te trouver ?» Mais il n'y a eu aucune réponse. Le téléphone est resté silencieux comme si le message n'était qu'un fantôme. Cette nuit-là, j'étais allongé dans un motel bon marché, fixant le plafond, essayant de reconstituer les morceaux. Le voyage en yacht, la tempête, l'absence de nos parents. Tout était trop une coïncidence. Était-ce orchestré? Et si oui, quel rôle nos parents ont-ils joué? J'ai serré le téléphone, espérant un autre message du numéro inconnu, mais il est resté silencieux. J'ai murmuré dans l'obscurité. « Charlotte, si tu es vivante, je te trouverai. Je te le promets. » Je me suis endormi d'épuisement, mais mon sommeil était agité, rempli d'images de Charlotte emportée par les vagues et des regards calculateurs de nos parents aux funérailles. À mon réveil, la pluie tombait toujours, la morosité correspondant à mon humeur. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message du numéro inconnu, « Retrouve-moi à la plage de Saint-Cast, la petite cabane en bois près du phare. » 21h, ne le dis à personne. Mon cœur a battu la chamade. Était-ce Charlotte ou un piège? Je ne savais pas, mais je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai attrapé mon manteau, mes clés de voiture, et j'ai conduit jusqu'à la plage de Saint-Cast, non loin de Saint-Malo. La pluie continuait de tomber, la route était glissante, mais je m'en fichais. S'il y avait la moindre chance que Charlotte soit vivante, je devais la prendre. La plage de Saint-Cast était déserte à mon arrivée, avec seulement le bruit des vagues déferlantes et la faible lueur du phare. J'ai trouvé la petite cabane en bois nichée derrière les dunes, ses fenêtres faiblement éclairées. J'ai frappé, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans ma poitrine. La porte s'est ouverte en grinçant, et là se tenait Charlotte, vivante, mais plus mince, les yeux pleins d'inquiétude. « Antoine » a-t-elle murmuré, se jetant dans mes bras. Je l'ai serré fort, les larmes coulant sur mon visage. « Charlotte, c'est vraiment toi. » J'ai pensé. Je n'ai pas pu finir avant qu'elle ne me tire à l'intérieur, rapidement, fermant la porte et jetant un coup d'œil dehors comme si elle craignait que quelqu'un ne regarde. La cabane était spartiate, juste une table, quelques chaises et un vieux matelas. Charlotte s'est assise,
tremblante, et a commencé à tout me raconter. Un pêcheur m'a sauvé. Il m'a trouvé dérivant en mer, agrippé à un morceau de l'épave du yacht. Il m'a amené ici, mais je lui ai demandé de garder le secret. J'ai peur, Antoine. Je pense que quelqu'un a voulu me tuer. Je me suis figé, assis en face d'elle, lui tenant fermement les mains. Charlotte, raconte-moi tout. Elle a pris une profonde inspiration, la voix tremblante. Le corps que les gardes-côtes ont trouvé. Je pense que c'est l'assistante de l'équipage ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, mais Antoine, je suspecte maman et papa. Ils ont suggéré le voyage. Ils ont engagé l'équipage, puis se sont retirés à la dernière minute. Maman a dit que papa était malade, mais l'as-tu vu malade? Il connaissait ma fortune et il la voulait. J'ai hoché la tête, le cœur lourd. Je lui ai raconté les funérailles. Comment nos parents avaient discuté de la succession juste à côté du cercueil, leur regard froid et calculateur. Je pensais la même chose, Charlotte. Ils ne faisaient pas leur deuil. Ils étaient satisfaits comme s'ils savaient que tu ne reviendrais pas. Charlotte a baissé la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je ne voulais pas le croire, mais c'est trop clair. Ils m'ont poussé à partir en voyage, même quand j'hésitais. Ils ont dit que c'était pour m'aider à surmonter, mais j'avais l'impression qu'ils voulaient que je disparaisse. Je lui ai serré la main. Charlotte, je suis désolé. J'aurais dû arrêter ce voyage. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas ta faute. Tu as toujours essayé de me protéger. Puis Charlotte a révélé un secret qui m'a stupéfié. Antoine, j'étais inquiète que quelque chose comme ça puisse arriver. Alors, avant le voyage, j'ai fait un testament secret. Si quelque chose m'arrivait, tous mes biens te reviendraient. Et si quelque chose t'arrivait, tout irait à une œuvre de bienfaisance. Je n'ai rien dit à personne, pas même à maman et papa. Je les regardais, incrédule. Charlotte, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle a fait un sourire triste. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je voulais juste m'assurer que si quelque chose arrivait, l'argent ne finirait pas entre les mains de personnes qui ne le méritent pas. Je l'ai serré dans mes bras, me sentant à la fois fier et le cœur brisé. Charlotte, quelles que soient les circonstances, pensait toujours à moi en premier. Mais cela signifiait aussi que si nos parents connaissaient le testament, ils s'en prendraient à moi aussi. Charlotte, tu dois rester en sécurité. Nous avons besoin de preuves pour les démasquer. Elle a hoché la tête, les yeux brillants de détermination. Je sais, mais je ne peux pas me montrer maintenant. S'ils savent que je suis vivante, ils essaieront à nouveau. Nous nous sommes assis dans la cabane faiblement éclairée, planifiant sous la faible lueur de la lampe. Tout d'abord, nous devions sécuriser le testament. Charlotte a dit qu'il était détenu par son avocat privé, Maître Harold Leclerc, un homme digne de confiance. Je le contacterai. Demande-lui de garder tout confidentiel, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je rencontrerai Maître Leclerc. Assurez-vous que le testament est en sécurité. Mais plus important encore, nous avons besoin de preuves que maman et papa étaient derrière l'accident. J'ai suggéré de retourner à la marina d'où le yacht était parti pour enquêter sur tout ce qui était suspect avant le voyage. Charlotte m'a serré la main, sa voix ferme. Antoine, je te fais confiance, mais tu dois faire attention. S'ils étaient prêts à me faire du mal, ils n'hésiteront pas avec toi. J'ai hoché la tête, la colère et la détermination montant en moi. Nos parents, qui nous avaient négligés depuis l'enfance, étaient maintenant prêts à tuer leur propre enfant pour de l'argent. Je ne les laisserai pas gagner. Avant de quitter la cabane, j'ai serré Charlotte fort dans mes bras. Tu es en sécurité ici, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Le pêcheur est gentil. Ça ira jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de preuves. Je l'ai regardé, le cœur serré de la voir si mince, ses yeux fatigués, mais toujours brillants de résilience. Je serai bientôt de retour. Personne ne te touchera plus. Elle a souri, le même sourire que lorsque nous étions enfants. Tu es mon héros, Antoine. J'ai quitté la cabane en bois tard dans la nuit. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd, comme si la tempête du yacht rôdait encore quelque part à proximité. En rentrant à Saint-Malo, j'ai senti un feu brûler dans ma poitrine. Non seulement l'espoir parce que Charlotte était vivante, mais la colère. Nos parents, qui nous avaient négligés depuis l'enfance, étaient maintenant prêts à tuer leur propre enfant pour de l'argent.
J'ai serré le volant, me disant, ils ne s'en sortiront pas. Pas cette fois. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de maître Harold Leclerc, l'avocat de Charlotte, dans le centre-ville de Saint-Malo. C'était un homme plus âgé aux cheveux argentés, à la voix grave et aux yeux perçants. Je me suis présenté, expliquant que Charlotte m'avait chargé de vérifier son testament. Maître Leclerc m'a examiné, son regard inquisiteur. Mademoiselle Dubois vous a mentionné. Je pensais qu'elle était. Il a fait une pause comme s'il réalisait quelque chose. J'ai baissé la voix. Charlotte est vivante, maître Leclerc. Elle se cache pour sa sécurité. Je dois m'assurer que le testament est en sécurité. Il a hoché la tête, ne posant pas d'autres questions, et m'a conduit à un coffre-fort. Le testament était là, stipulant clairement que si Charlotte décédait, tous ses biens me reviendraient. Je le garderai confidentiel, a dit maître Leclerc. Mais soyez prudent. L'argent fait faire des choses terribles aux gens. Je l'ai remercié et j'ai quitté le bureau avec un léger soulagement, mais le poids pesait toujours sur mes épaules. Le testament était en sécurité. Il était maintenant temps de trouver des preuves. J'ai roulé jusqu'à la marina d'où le yacht était parti. La marina de Saint-Malo était calme tôt le matin, avec seulement quelques pêcheurs et ouvriers qui nettoyaient. Je suis entré dans le bureau du directeur. Le directeur, un vieil homme bourru nommé Gio, m'a regardé avec méfiance. Vous vous renseignez sur le yacht qui a chaviré, n'est-ce pas? Triste histoire. J'ai hoché la tête, expliquant que j'étais le frère de la victime. Gio a soupiré, désignant un docker qui lavait le sol. Parlez à Eddie. Il remarque les choses étranges. Eddie était un jeune homme aux cheveux en bataille et à la peau brûlée par le soleil. Je lui ai acheté un café et l'ai conduit dans un coin isolé de la marina. Eddie, as-tu vu quelque chose d'étrange avant le départ du yacht de ma sœur? Il a haussé les épaules, mais ses yeux ont vacillé. Pas sûr, mais oui, il y avait quelque chose. Il a baissé la voix, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. La nuit précédant le départ du yacht, j'ai vu un homme étrange se faufiler à bord, grand manteau noir, casquette de baseball cachant son visage. Il est resté dans la salle des machines pendant un moment, puis s'est échappé. Mon cœur s'est emballé. As-tu vu son visage? Eddie a secoué la tête. Trop sombre. Je n'ai pas pu dire. Mais je jure qu'il ne faisait pas partie de l'équipage. Je l'ai dit au capitaine, mais il a dit qu'il n'y avait rien à craindre. J'ai serré ma tasse de café, essayant de rester calme. Un inconnu sur le yacht juste avant qu'il ne chavire. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai remercié Eddie, lui ai glissé quelques euros et j'ai quitté la marina. J'avais ma première piste, mais ce n'était pas suffisant. Je devais savoir qui était cet homme et qui était derrière lui. Mon intuition me disait que nos parents étaient impliqués, mais j'avais besoin de preuves solides. J'ai décidé de retourner à Roubaix et de les surveiller. S'ils avaient orchestré le chavirage du yacht, ils laisseraient sûrement une trace. Dès au retour à Roubaix, j'ai loué une vieille voiture pour éviter d'être reconnu et j'ai commencé à suivre nos parents à distance. Ils vivaient toujours dans la vieille maison, mais maintenant ils avaient une nouvelle voiture et des meubles plus élégants, clairement achetés avec l'argent de Charlotte. Je me suis garé au bout de la rue, observant à travers le pare-brise. Le premier jour, rien d'inhabituel. Papa est allé au travail, maman au supermarché. Mais le deuxième jour, je les ai vus quitter la maison la nuit, se dirigeant vers un bar louche à la périphérie de Roubaix. J'ai suivi, gardant mes distances. À l'intérieur du bar, la fumée était épaisse et la musique assourdissante. Nos parents étaient assis dans un coin faiblement éclairé, face à un homme en manteau noir avec une casquette de baseball abaissée, exactement comme la description d'Eddie. Mon cœur battait la chamade. Je me suis assis à quelques tables de là, faisant semblant de siroter une bière, m'efforçant d'écouter. Il parlait doucement, mais j'ai capté des fragments. C'est fait. Personne ne soupçonne l'argent de l'assurance. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il parlait du yacht, de Charlotte, comme si c'était une affaire commerciale. Quand l'homme est parti, je l'ai suivi. Il conduisait un vieux pick-up vers une zone industrielle abandonnée. J'ai gardé mes distances, le cœur battant. Quand il s'est arrêté près d'un entrepôt, je me suis garé derrière, suis sorti et j'ai appelé, et... Il s'est retourné, les yeux paniqués. « Qui êtes-vous » a-t-il grogné. Je me suis approché, ma voix froide. « Je suis le frère de Charlotte Dubois. »
Je sais ce que vous avez fait sur le yacht. Il a reculé, mais j'étais plus rapide, attrapant son col et le plaquant contre le mur. Parle. Qui vous a engagé pour saboter le yacht? Il a tremblé, essayant de se libérer, mais je l'ai tenu fermement. D'accord, d'accord, a-t-il crié. Vos parents. Ils m'ont payé 50 000 € pour trafiquer le système de communication et le moteur. Ils ont dit qu'il fallait juste que ça ressemble à un accident, que personne ne se douterait de rien. J'ai eu l'impression d'un coup de poing dans la poitrine. Il voulait tuer Charlotte. Il a hoché la tête, les yeux écarquillés de peur. Je ne savais pas qu'il voulait tuer quelqu'un. J'ai juste suivi les ordres. J'ai serré le poing, voulant le frapper, mais je me suis retenu. J'avais besoin de lui vivant, j'avais besoin de ses aveux. Je l'ai forcé à écrire sa confession et l'ai enregistrée sur mon téléphone. Si vous fuyez, je vous trouverai, ai-je menacé. Il a hoché la tête frénétiquement et s'est enfui. Je me suis tenu dans l'obscurité, réécoutant l'enregistrement, le cœur battant. Nos parents, les gens qui nous ont donné la vie, étaient prêts à tuer Charlotte pour de l'argent. Mais j'avais besoin de plus de preuves pour m'assurer qu'il n'échapperait pas à la justice. Le lendemain, j'ai approfondi mes recherches. J'ai contacté un vieil ami qui travaillait dans une compagnie d'assurance, lui demandant de vérifier certains dossiers. Il m'a rappelé, la voix choquée. Antoine, vos parents ont souscrit une énorme police d'assurance sur le yacht de Charlotte juste avant le voyage. S'il coulait et qu'elle disparaissait, il toucherait des millions. J'ai serré les dents alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Ils ne voulaient pas seulement la fortune de Charlotte. Ils avaient planifié de s'assurer qu'elle ne revienne jamais. J'ai appelé Charlotte depuis une cabine téléphonique pour éviter d'être localisé. Charlotte, j'ai des preuves. Le gars a avoué que maman et papa l'avaient engagé pour saboter le yacht, et ils avaient souscrit une assurance avant le voyage. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, la voix tremblante, Antoine, je ne voulais pas le croire, mais il faut les arrêter. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Nous nous sommes rencontrés et avons élaboré un plan méticuleux. Charlotte resterait cachée, en sécurité jusqu'au dernier moment. Nous avons prévu de révéler la vérité lors du règlement de succession que nos parents attendaient avec impatience, en présentant la confession de l'homme et la police d'assurance. J'ai également recontacté Maître Leclerc, lui demandant de préparer les documents pour révéler le testament de Charlotte au bon moment. Nous allons les laisser penser qu'ils ont gagné, puis nous allons renverser la situation, ai-je dit. Charlotte a accepté le plan. Je suis retourné à Roubaix, me préparant pour la bataille finale. Chaque nuit, je réécoutais l'enregistrement, lisais la police d'assurance et pensais à Charlotte, ma sœur, qui avait survécu à la tempête et au complot de nos parents. J'ai serré mon téléphone, murmurant, Charlotte, je ferai justice. Je te le promets. L'audience de règlement de succession a eu lieu au tribunal de Saint-Malo, où Maître Leclerc avait tout arrangé. Je l'avais contacté au préalable, lui envoyant des copies de l'enregistrement et de la police d'assurance du yacht. Ce sont de solides preuves, Antoine, a-t-il dit au téléphone, sa voix basse mais confiante. Le jour de l'audience, je me suis rendu à Saint-Malo, le cœur battant. Je portais mon vieux costume, celui que j'avais porté au mariage de Charlotte, maintenant usé aux épaules, mais toujours la chose la plus formelle que je possédais. Dans ma poche, je transportais une clé USB avec la confession de l'homme de la marina et une copie de la police d'assurance du yacht. Plus important encore, j'avais arrangé pour que Charlotte apparaisse au moment parfait, le coup de grâce pour retourner le jeu de nos parents. La salle d'audience était petite mais bondée. Quelques parents éloignés, des employés de banque et des curieux attirés par la nouvelle de la vaste fortune de Charlotte remplissaient les sièges. Nos parents étaient assis au premier rang, impeccablement vêtus, leur confiance glaçante. Maman portait une robe noire, ses cheveux soigneusement attachés, scrutant la salle comme une reine sur le point de revendiquer son trône. Papa était assis à côté d'elle, ses yeux froids et calculateurs, lui murmurant quelque chose, probablement à propos de l'argent qu'il s'attendait à saisir. Ils ne savaient pas que j'avais tout vu. Leur regard complice aux funérailles, la confession du saboteur, la police d'assurance signée juste avant le voyage. Ils pensaient avoir gagné, mais aujourd'hui je les ferai tomber. Le juge, un homme d'âge moyen à la voix sévère, a ouvert la séance. Maître Leclerc a brièvement présenté le processus de distribution des biens. Nos parents se sont redressés, maman même affichant un léger sourire comme si tout était déjà à leur portée. Je me suis tenu dans le coin de la pièce, les mains serrées, attendant le moment.
Le juge a demandé, Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose ou a des informations supplémentaires concernant le testament de Charlotte Dubois? Nos parents ont jeté un coup d'œil autour d'eux, leurs expressions suffisantes, certains que personne n'oserait parler. C'est alors que je me suis avancé. Votre honneur, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce, attirant tous les regards vers moi. J'ai des informations cruciales. Papa s'est retourné, les yeux brillants de colère. Maman lui a serré la main, son visage pâlissant, mais essayant toujours de garder son sang-froid. J'ai continué. Charlotte Dubois, ma sœur, n'est pas morte. Elle est vivante, et il y a des gens dans cette pièce qui ont planifié de la tuer pour sa fortune. La salle d'audience a éclaté en murmures. Le juge a froncé les sourcils. Monsieur Dubois, avez-vous des preuves? C'est une accusation grave. J'ai pris une profonde inspiration et me suis avancé au centre de la pièce. J'ai des preuves, votre honneur. Et plus que cela, j'ai Charlotte elle-même. Je me suis tourné vers la porte. Elle s'est ouverte, et Charlotte est entrée, mince mais résolue, ses yeux brillants de détermination. La pièce est devenue silencieuse comme si le temps s'était arrêté. Nos parents ont bondi sur leurs pieds, les visages livides, la bouche ouverte. « Charlotte !» a crié maman. Mais sa voix n'était pas joyeuse. Elle était paniquée. Papa lui a serré la main, les yeux écarquillés comme s'il voyait un fantôme. Charlotte s'est placée à mes côtés, son attitude confiante. « Votre honneur » a-t-elle dit, sa voix tremblante, mais claire. « Je suis Charlotte Dubois. Je ne suis pas morte dans l'accident de yacht. J'ai été secourue, mais j'ai dû me cacher parce que je crois que quelqu'un a essayé de me tuer pour mon héritage. » La salle d'audience a de nouveau bourdonné, des murmures se répandant dans la foule. Le juge a levé la main pour le silence. « Mademoiselle Dubois, veuillez nous en dire plus. » Je me suis avancé, sortant la clé USB de ma poche. « Votre honneur, j'ai la preuve que le chavirement du yacht n'était pas un accident. Un homme engagé par nos parents a avoué avoir saboté le système de communication et le moteur du yacht. J'ai remis la clé USB à un officier de justice, demandant que l'enregistrement soit diffusé. La voix tremblante de l'homme a rempli la pièce, claire et accablante, ses parents m'ont payé 50 000 € pour trafiquer le yacht. Je ne savais pas qu'ils voulaient tuer quelqu'un. J'ai juste suivi les ordres. Maman a crié, mensonge. Nous n'avons rien fait. Mais sa voix affaiblie, ses yeux paniqués la trahissant. J'ai continué. Ils ont également souscrit une police d'assurance sur le yacht juste avant le voyage, avec un versement de millions s'il coulait et que Charlotte disparaissait. Voici une copie de la police. J'ai remis le document au juge, mes yeux ne quittant jamais nos parents. Papa s'est levé, me montrant du doigt. Vous osez accuser vos propres parents? Espèce d'ingrat. Mais le juge a frappé son marteau, lui ordonnant de s'asseoir. Monsieur Dubois, vous aurez l'occasion de vous expliquer plus tard. Charlotte s'est avancée, la voix ferme. J'ai fait un testament, léguant tous mes biens à mon frère, Antoine Dubois, si quelque chose m'arrivait. Nos parents ne le savaient pas et ils ont essayé de me tuer pour s'emparer de la fortune de mon défunt mari. Maman a éclaté en sanglots, mais je savais que c'était une comédie. Charlotte, comment peux-tu dire ça? Nous ne voulions que le meilleur pour toi. A-t-elle pleuré? Mais personne dans la salle ne l'a cru. Ses larmes de crocodile étaient douloureusement évidentes. Le juge a examiné les documents et a réécouté l'enregistrement. Il a regardé nos parents, sa voix sévère. Ce sont des allégations extrêmement graves. Je demanderai une enquête de police. De plus, puisque mademoiselle Dubois est vivante, la succession reste en sa possession. J'ai saisi la main de Charlotte, sentant le poids sur mes épaules se lever. Nous avions démasqué nos parents toxiques devant tout le monde, parents, avocats et ceux qui pensaient autrefois que nos parents étaient des victimes en deuil. Charlotte m'a regardé, les yeux brillants. Merci, Antoine. Je savais que tu le ferais. Je lui ai serré la main. Nous l'avons fait, Charlotte. Ensemble. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées rapidement, mais ont été remplies de douleur. La police a lancé une enquête officielle sur nos parents. L'enregistrement de la confession du saboteur, la police d'assurance et le témoignage de Charlotte étaient des preuves irréfutables. Ils ont été inculpés de fraude, de complot en vue de commettre un meurtre et de tentative de vol de biens. Lors de l'audience préliminaire, j'étais assis au dernier rang, regardant nos parents comparaître devant le juge.
Papa gardait la tête baissée, silencieux, tandis que maman continuait à crier, nous blâmant, Charlotte et moi. Ils nous montent un coup. Ce sont des enfants ingrats. Mais personne ne les a crus. Le juge a déclaré qu'ils avaient renoncé à tous leurs droits sur la succession de Charlotte et que l'affaire serait portée devant un tribunal pénal. Je ne me sentais pas victorieux, seulement une profonde tristesse. C'étaient nos parents, mais ils avaient coupé le dernier fil qui nous reliait. Charlotte a décidé de rompre complètement les liens avec eux. Un soir, alors que nous étions assis dans sa villa de Saint-Malo, elle a regardé la mer, la voix basse. Antoine, je ne veux plus jamais les revoir. Ils n'ont jamais été notre vraie famille. J'ai hoché la tête, comprenant ses sentiments. Tu n'as pas besoin d'eux, Charlotte. Tu m'as moi. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes. Tu es ma seule famille depuis que nous sommes enfants. Je l'ai serrée dans mes bras, ayant l'impression d'être de retour à Roubaix, cachés dans notre chambre, partageant une pomme dans nos rêves. Charlotte a choisi de ne pas garder la villa. Elle l'a vendue, utilisant le produit de la vente pour créer une fondation caritative au nom de Jean afin de soutenir les enfants pauvres de Roubaix, où nous avons grandi. Je veux faire quelque chose de bien, a-t-elle dit, comme ce que Jean a fait pour moi. J'étais fier d'elle, mais aussi le cœur brisé. Charlotte, malgré tant de pertes, gardait son cœur compatissant. Nous avons également contacté les familles du capitaine et des membres de l'équipage qui étaient présumés avoir péri dans l'accident de yacht. Charlotte les a rencontrés, leur exprimant ses condoléances et leur apportant un soutien financier substantiel pour les aider à traverser leurs épreuves. C'étaient des victimes, tout comme moi. Au nom de nos parents, je suis désolé, a-t-elle dit, les yeux rouges. Je lui ai tenu la main, sentant la force dans sa vulnérabilité. Charlotte n'était pas seulement ma sœur. C'était la femme la plus forte que je connaissais. Notre histoire ne s'est pas terminée par une victoire triomphante, mais par une paix fragile. Nos parents, poussés par l'avidité et l'égoïsme, ont tout perdu. Non seulement la fortune, mais les enfants qu'ils n'ont jamais chéris. Charlotte et moi, bien que marqués à jamais, nous nous sommes retrouvés, comme nous l'avions toujours fait depuis l'enfance. J'ai regardé la mer, pensant à Jean, aux personnes que nous avions perdues, et à Charlotte, mon âme, celle que je protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Nous vivrons bien, Charlotte, ai-je murmuré. Ensemble.